Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. À peine nommé, immédiatement incendié. Avec nos invités, nous analyserons la nomination de Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale. En deuxième partie de l'émission, nous vous parlerons de l'opération Météo à l'école, un dispositif qui permet de faire découvrir les phénomènes météorologiques aux enfants. Et puis enfin, ce sera l'heure de retrouver Loïc Landreau, qui nous réchauffera lui aussi par sa bonne humeur et avec lequel on remontera le temps de l'histoire de l'école. Mais tout de suite, on retrouve Mickaël Dorian avec le point sur l'actualité. Bonjour Mickaël, alors on commence avec la nomination de Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale vendredi avec les réactions de syndicats d'enseignants. Pape Ndiaye à l'éducation, un symbole de rupture qui va plutôt dans le bon sens, a commenté Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, auprès de nos confrères de France Info. Elle assure néanmoins rester prudente et ajoute « On jugera sur les actes ». Sur Twitter, le syndicat rappelle d'ailleurs au ministre l'urgence des salaires et demande une augmentation sans contrepartie, qu'aucun enseignant ne soit payé à moins de 2 000 € net par mois, avec un rattrapage des pertes de pouvoir d'achat et une revalorisation des carrières. Pape Ndiaye qui était vraiment la cible de nombreuses critiques ce week-end, c'est le moins qu'on puisse dire. Et notamment de la part de Marine Le Pen. La nomination de Pape Ndiaye, indigéniste assumé à l'éducation nationale, est la dernière pierre de la déconstruction de notre pays, de ses valeurs et de son avenir. Sur Europe 1, l'ancien défenseur des droits Jacques Toubon a pris sa défense et a qualifié ses propos d'insanité et de folie. On l'écoute. Il est un de ceux qui représentent le mieux, et par lui-même, et par l'enseignement qu'il a dispensé des deux côtés de l'Atlantique, par la reconnaissance qu'il a eue, et depuis l'année dernière, comme directeur du Musée national de l'histoire des migrations, dont j'ai été le fondateur, il est représentatif de ce qu'est et de ce que je dis dans ce livre d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il faut que les valeurs universelles soient capables de bénéficier à tous, à égalité. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de conditions inférieures ou supérieures. Mais en même temps, que l'universalité humaniste respecte la diversité. C'est une situation qui inquiète les chefs d'établissement et les enseignants des lycées pro. Alors que les épreuves du bac pro ont commencé aujourd'hui, on apprend que de plus en plus de jeunes en bac pro quittent le lycée avant d'avoir obtenu leur diplôme. Ils préfèrent alors mettre leurs études de côté, attirés par la rémunération immédiate proposée par les entreprises qui sont en manque de main-d'œuvre. Laurence Collin est proviseure dans un lycée professionnel à Arcachon. Elle expliquait ce matin sur France Inter que dans son établissement, 9 élèves de terminale ont déjà fait leur choix. Du jamais vu. On est sur un secteur où les professions sont en tension, manque de main-d'œuvre. Et donc, suite à des stages, les patrons leur font des offres en or. Vous vous rendez bien compte que 1 500 € pour un jeune, ça paraît énorme. Ça veut dire qu'ils n'auront pas leur diplôme, qu'ils travailleront sans diplôme de bac professionnel et que s'ils souhaitent plus tard reprendre leurs études ou changer de secteur, ça sera beaucoup plus compliqué pour eux. Situation complexe en effet. Merci Mickaël. Merci Virginie. Sa nomination a créé la surprise et son mandat a commencé, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les chapeaux de roue. Dans notre question du jour, on parle de la nomination de Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation. C'est tout de suite. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Bruno Bobkiewicz. Bonjour, vous êtes secrétaire général du SNPDEN-UNSA, le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et Philippe Mérieux, bien sûr, qu'on aime beaucoup et qu'on est ravi d'accueillir à nouveau dans l'émission dans le Grand JT de l'éducation, professeur des universités en sciences de l'éducation. Merci Philippe d'être avec nous. Rodrigo Arenas va sûrement nous rejoindre pendant l'émission. Mickaël Dorian qui est avec nous. On parle évidemment de la nomination de Pape Ndiaye, peu après sa nomination donc, ce vendredi au poste de ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse aussi. Le nom de Pape Ndiaye a retenti comme un coup de tonnerre et ce, à plusieurs titres, à la fois car c'était une surprise, on parlait peu de son nom ou même pas, son nom ne circulait pas, mais aussi car il est défini comme l'antithèse de son prédécesseur Jean-Michel Blanquer. Qu'en pensez-vous l'un et l'autre? Bruno Bobkiewicz,
À vous la parole. Oui, alors c'est vrai que la nomination de Pape Ndiaye a créé effectivement la surprise. On s'attendait soit à un spécialiste de l'éducation, comme on a pu le connaître précédemment, soit à un politique, hein, donc installé dans le paysage. Et là, c'est objectivement ni l'un ni l'autre. Bon, ça change pas objectivement grand-chose pour nous. L'essentiel, c'est qu'on ait quelqu'un avec lequel on puisse discuter, travailler, échanger, proposer, qui soit à l'écoute des personnels et qui, je crois, il est certainement attendu là-dessus, euh, change peut-être de méthode en termes de communication, hein. C'est un sujet qui a beaucoup crispé, on y reviendra certainement, mais qui a beaucoup crispé, je crois, le monde de l'éducation et les personnels de direction que je représente en particulier. Oui, tout à fait, effectivement, on va revenir sur ce point, mais en termes de messages destinés quand même au personnel de l'éducation, l'idée que Pape Ndiaye, effectivement, se dénote un peu de ce qui a été fait, a priori, pendant 5 ans, c'était pas un message qui a été pris positivement, a priori, par l'éducation nationale et par tous les membres, évidemment, de l'éducation nationale? Je ne sais pas ce que représente symboliquement cette nomination. Je ne sais pas ce que ça va donner objectivement. On a a priori un rendez-vous qui est calé d'ores et déjà demain après-midi avec notre fédération. On aura l'occasion d'échanger. Je ne suis pas certain qu'il y ait une volonté de contre-pied. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'a priori, il dégage effectivement autre chose en termes de personnalité et en termes de sensibilité politique, évidemment. Donc, bah, écoutez, on va voir. On ne juge pas un ministre sur son passé, on va le juger sur ce qu'il va produire et ce qu'il va être en capacité de faire, notamment avec des décisions rapides à prendre dans plusieurs domaines sur lesquels on viendra certainement juste après. Philippe Mérieux, alors pour vous, évidemment, cela vous a fait tout de suite réagir. Vous avez même écrit une tribune que j'ai lue et relue plusieurs fois à l'attention de Pape Ndiaye. Racontez-nous pour vous la première réaction, quelle a été-elle jour de sa nomination vendredi? Une surprise, et même plus qu'une surprise, quasiment une sidération. Pour des gens comme moi, ça a été un coup de tonnerre, mais positif, un éclair dans un ciel un peu sombre, le sentiment qu'on avait peut-être entendu ce qui s'était passé pendant 5 ans, cette mésentente entre un ministre, le corps enseignant, les personnels de l'éducation nationale, la manière dont ce ministre, Jean-Michel Blanquer, avait maltraité l'école et qu'on cherchait à donner un signe. Alors bien sûr, comme l'a dit mon collègue, nous jugerons aux actes et on ne juge pas quelqu'un sur son passé, mais sur ce qu'il va faire. Mais je pense que malgré tout, dans la République et particulièrement dans l'éducation nationale, les symboles ont une force. Les symboles peuvent jouer et j'espère que ce nouveau ministre va bénéficier d'un crédit auprès des enseignants, d'un crédit auprès des personnels et qu'il va pouvoir sereinement se mettre à l'écoute sans engager immédiatement une multitude de réformes de tuyauterie qu'il aurait décidé arbitrairement de son côté, mais en concertant réellement les personnes et en approfondissant les sujets qui se posent aujourd'hui à lui et dont on va parler dans un instant, je suppose. Et oui, bien sûr. Alors, on va en parler tout de suite avec Rodrigo Arenas qui vient de nous rejoindre. Rodrigo Arenas, bonjour, candidat pour la NUPES. On dit NUPES, NUPS, comme dirait mon camarade Emmanuel Davidenkov. Comment dit-on? Ça dépend des soirées, mais en tout cas, c'est une nouvelle Union populaire écologique et sociale. Écologique et voilà, sociale. C'est l'alliance de populaire, écologique et sociale, c'est les 3 choses qu'il faut retenir. Exactement. En fait, hein. Et union, parce que ce serait bien aussi que vous soyez tous unis. Ouais, c'est toute la gauche et les écologistes et aussi des personnes de la société civile qui ne sont pas encartées comme moi, mais qui essayons d'apporter quelques changements pour la France. Ouais, voilà, c'est simple. Alors parlons-en justement de l'arrivée de Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale et à la jeunesse. Donc 56 ans, connu pour ses travaux sur les minorités et les États-Unis, devenu directeur du Palais de la Porte de Ré, le musée qui est de l'immigration, qui est un musée absolument formidable. Quel message est envoyé justement avec cette nomination au ministère de l'Éducation selon vous? Déjà, il y a un vrai sujet, notamment sur sa nomination. Je pense à toutes les réactions racistes, xénophobes dont il a été victime dernièrement, et qui montrent aussi qu'il y a une partie de la population qui a du mal à s'accepter telle qu'elle est. C'est-à-dire que la France, elle est cosmopolite de par son histoire, de par son essence, et aussi de par son orientation philosophique. Donc à partir de là, les réactions qu'il y a eu sont en décalage par rapport à ce que nous sommes, mais il va falloir qu'un certain nombre de nos compatriotes, et surtout un certain nombre de dirigeants de notre pays,
acceptent que la France, elle est multiculturelle et que des gens comme moi, qui venons d'un autre continent, d'un autre horizon, nous apportons aussi à la France et que nous sommes aussi des produits de l'école républicaine. Donc c'est quelque chose qu'il faut dire, parce qu'on ne peut pas laisser passer l'extrême droite et toutes les idées racistes et xénophobes qu'on a pu voir sur lui maintenant. Ce qui me fait dire aussi que, vous l'avez rappelé, M. Ndiaye a fait un travail remarquable à la Porte Dorée au musée de l'immigration, notamment pour mettre en avant cette mémoire, pour mettre en avant cette histoire et faire en sorte que la France se regarde dans les yeux. Et sans mettre, j'ai envie de dire, des épisodes sombres de notre histoire sous le tapis, mais au contraire de pouvoir en faire une richesse et de pouvoir se projeter collectivement. Une fois qu'on a dit ça, il y a un vrai sujet, c'est que ça donne le sentiment aussi qu'Emmanuel Macron n'a pas de colonne vertébrale sur l'éducation. Parce que l'école, il y a du sens dans ce qu'on fait. Il y a du sens dans le projet qu'on porte politiquement pour faire en sorte que les enfants deviennent les citoyens de demain, puisque, encore une fois, l'école de la République est une école de la citoyenneté. C'est ça la particularité de la France aussi sur ce qu'on attend des enfants sur la suite. Et quand on passe de Jean-Michel Blanquer, qui a clairement clivé la France en mettant le doute, y compris sur les enseignants, sur les chercheurs, sur tout ce qui fait notre pays et notre originalité aussi d'indépendance, de recherche et de liberté pédagogique, on passe à un Pape Ndiaye qui est le parfait symétrique. Donc là, on voit bien qu'il y a un vrai sujet qui aujourd'hui m'interroge sur la capacité du chef de l'État à vraiment savoir ce qu'il veut faire de l'école et ce qu'il veut faire de nos enfants. Alors, parfait symétrique, enfin, en tout cas, l'antithèse de symétrie, justement, c'est-à-dire que tous les mots ont été employés dès la nomination de Pape Ndiaye. Oui. Quand on parle de messages racistes, vous faites référence aussi au tweet de Marine Le Pen. Ou de M. Philippot, ou aussi de la majorité silencieuse qui, sur les réseaux sociaux, se dépend de la pire des façons. Il y a eu Christiane Taubira avant lui, il y a eu tout ça. Exactement. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, effectivement, ont été ressenties, ont été extrêmement violentes à son égard. D'ailleurs, c'est le ministre dont on a le plus parlé depuis vendredi soir. Et il y a effectivement cette opposition face à Jean-Michel Blanquer. Est-ce que vous, de votre côté, Bruno Bobkevich, vous pensez que c'est aussi effectivement une nomination qui est totalement à l'opposé de ce qui a été proposé pendant 5 ans avant avec Jean-Michel Blanquer? Ce n'est pas la personnalité d'un ministre qui fait la politique. C'est le programme d'une majorité qui va avoir des conséquences plutôt que la façon de la mettre en œuvre. La méthode est importante, d'accord, mais c'est surtout que, indépendamment du ministre, c'est les décisions qui sont prises à d'autres niveaux, qui sont parfois prises par le ministère, mais parfois, on l'a bien vu, à d'autres niveaux, qui sont bien plus importantes que la sensibilité potentielle de départ du ministre nommé. Hein. Donc oui, il y a des différences de personnalité, oui, il y a des différences de sensibilité politique de départ, mais en l'occurrence, aujourd'hui, ils représentent la même majorité et l'un et l'autre. Hein. Ce problème de communication dont vous parliez tout à l'heure, que vous évoquiez tout à l'heure, qui est un problème de communication dont on a parlé souvent ici d'ailleurs avec Philippe Mérieux et avec Rodrigo Arenas, qui est un problème de dialogue entre les enseignants et le gouvernement et le ministère, on le retrouve ici avec la nomination aussi de Pape Ndiaye, qui est totalement à l'opposé de Jean-Michel Blanquer. Donc c'est une volonté de rompre avec ce qui s'est passé avant, et en même temps, on a encore et toujours se pose cette situation, cette idée de est-ce qu'il va véritablement y avoir un dialogue finalement? Rodrigo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve autour de M. Ndiaye l'équipe qui a entouré Jean-Michel Blanquer à ses débuts. Par exemple, M. Huard, qui a été DGESCO d'éducation nationale, va être aujourd'hui son directeur de cabinet. Donc, c'est bien ou pas ça? En tout cas, moi, ce que je peux vous dire dans mon ancienne vie, quand j'étais responsable associatif, c'est que c'est un homme avec qui on peut échanger, à qui on peut dialoguer. Maintenant, il y a des sujets de fond qui vont opposer très certainement l'orientation de M. Ndiaye avec le président Macron. Je pense notamment, par exemple, aux AESH, c'est-à-dire toutes les personnes qui accueillent les enfants porteurs de handicap. C'est-à-dire que aujourd'hui, le président de la République a dit pendant la campagne que pour que ces femmes, parce que ça c'est à plus de 90% des femmes, gagnent plus, il va falloir qu'elles travaillent plus et qu'elles travaillent 35 heures. Sauf que ça n'existe pas. On ne travaille pas 35 heures avec des élèves qui font 24 heures. Et surtout, quand vous êtes en charge d'un enfant qui est porteur d'handicap, parfois des handicaps lourds, eh bien, c'est la meilleure garantie d'envoyer ces femmes au burn-out, voire au Lexomil. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on envisage les choses. C'est-à-dire que ce qu'on imagine économiquement qui paraît du bon sens, moi, j'ai milité pour les 35 heures au temps de Martine Aubry, il n'y a pas de sujet. Mais là, il y a des spécificités sur le métier qui montrent qu'il ne comprend pas très bien le président de la République et ceux qui l'ont conseillé sur ce métier-là. Donc Pape Ndiaye va être à l'opposé de ça s'il est cohérent avec ce qu'il a dit jusqu'à présent.
Donc, Oui, mais alors, à vous écouter, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est assez cafouilleux dans les deux sens. C'est-à-dire que ça a été cafouilleux avec Jean-Michel Blanquer, puis que comme c'est cafouilleux, ça n'a pas marché, bah tiens, on va nommer quelqu'un qui est à l'opposé, mais en fait, les 24 heures, ça ne marche pas, parce que 35 heures, ça ne marche pas. Enfin, c'est bancal. Pour le coup, c'est la question de comment est-ce qu'une personne accepte d'être à un gouvernement, à un poste clé, qui est préparé de l'avenir de la France, et avec une distorsion sur le sens qui est vraiment compliquée. Et donc, Philippe Mérieux le disait tout à l'heure, il faut qu'il donne du crédit aux enseignants. Mais moi, j'ai envie de dire, pour le compléter, s'il le permet, c'est que Bruno Le Maire va devoir donner des crédits, mais ligne de crédit financière. Parce que qu'est-ce qu'attendent les enseignants, d'après ce que je comprends, et M. Bovich le dira mieux que moi, c'est des augmentations de salaire, être mieux considéré, c'est avoir des absences d'enseignants qui soient remplacées, c'est de permettre en fait d'avoir des lignes budgétaires suffisantes pour que l'école cesse de s'arrêter dès lors qu'il y a des enseignants qui viennent à manquer ou autre, et c'est aussi arrêter de demander aux parents de mettre la main au portefeuille quand la machine se grippe. Donc vous voyez, tout ça, c'est des moyens financiers qui après se traduisent en des moyens humains et des moyens matériels pour que l'école continue. Et là, moi, j'ai envie de vous dire, je lui souhaite bon courage, parce que jusqu'à présent, le triumvirat du gouvernement, qui est le même que celui du gouvernement précédent, a eu quand même des oursins dans les poches à chaque fois qu'on a eu besoin d'avoir des lignes budgétaires pour faire en sorte que l'école ait les moyens de fonctionner juste normalement. Et on est dans une situation exceptionnelle aujourd'hui après la Covid. Alors justement, Philippe Mérieux, parlons-en de ça, de l'aspect aussi financier et de l'aspect de la revalorisation des salaires sur le côté méritocratique évoqué par Emmanuel Macron. Est-ce que j'ai lu par rapport à votre tribune justement cela aussi, vous le disiez il y a quelques minutes, c'est vrai qu'il y a des réformes à faire, il y a beaucoup de choses à prévoir et à entreprendre, mais il ne faut pas aussi se précipiter et pourtant il n'y a que 5 ans. Comment faire ? Oui, alors, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je voudrais quand même avoir une petite réaction. Bien sûr. Je désapprouve totalement les projets d'Emmanuel Macron qu'il a formulés avant le premier tour de la présidentielle, et en particulier le projet de systématiser une évaluation qui pourrait même devenir une évaluation des enseignants qui serait classée et qui irait dans le sens d'une sorte de marchandisation permanente de l'école. Mais en même temps, je ne peux pas ne pas tirer des leçons de l'histoire. On a vu dans l'histoire des ministres de l'Éducation nationale nommer et infléchir des politiques. Alors, faisons-lui crédit. Moi, tout en désapprouvant complètement les projets d'Emmanuel Macron, je me dis, voilà un homme qui a donné des gages dans le passé d'une écoute très forte sur des questions comme les inégalités, qui a donné des gages d'une écoute très forte sur des questions comme le refus de toute forme d'essentialisme, d'enfermement des gens dans une nature, qui a donné des gages fortes sur son engagement et sa probité universitaire. Bon, je souhaite qu'il ait la possibilité de gagner les arbitrages financiers, et j'espère qu'il a négocié, avant de prendre son poste, quelques arbitrages financiers minimum, parce qu'il faut effectivement une revalorisation. Moi, j'insiste sur la revalorisation dans ces deux sens. Revalorisation, évidemment, financière, et je partage totalement les soucis de Rodrigo Arenas qu'il a formulés il y a un instant, mais je crois qu'il faut une revalorisation sociale, une revalorisation en termes de mission. Nous vivons aujourd'hui, c'était la une du journal Libération de ce matin, nous vivons aujourd'hui une crise de recrutement sans précédent. Ouais. Alors évidemment, cette crise de recrutement, elle est due pour une large part à la situation financière des enseignants, qui est une des plus mauvaises d'Europe, mais pas seulement. On voit aujourd'hui des jeunes intellectuels qui préfèrent aller faire de l'agriculture que devenir enseignants, qui préfèrent devenir artisans dans des conditions financières extrêmement pénibles que de devenir enseignants. Donc il y a des jeunes généreux qui veulent s'engager et pour lesquels la question de la rémunération n'est pas la question numéro 1. Je ne dis pas qu'elle n'importe pas, mais elle n'est pas la question numéro 1. Ce qui s'est passé avec Jean-Marie Blanquer, Jean-Michel Blanquer, ce n'est pas simplement que le métier d'enseignant a été dévalorisé sur le plan financier, c'est que la mission des enseignants est passée à la trappe. Les enseignants sont devenus des exécutants des ordres d'un ministère qui leur impose des protocoles standardisés, qui découpe en tranches le lycée, qui ignore les exigences du collège, et ils ont été considérés comme au service des consommateurs d'école, alors qu'ils sont des personnages essentiels, des enseignants engagés pour le bien commun et pour l'avenir de la cité.
Et moi, je voudrais beaucoup que Papa Ndiaye, s'il en a la possibilité, s'il en a la volonté, redonne au métier d'enseignant sa mission fondatrice. L'enseignant n'est pas là pour vendre des services. L'enseignant, il est là pour accomplir une mission, pour aider les enfants français à penser par eux-mêmes, à résister à toutes les formes de manipulation des esprits, pour lutter contre toutes les formes de ségrégation, qu'elles soient sociales, qu'elles soient ethniques, quelles qu'elles soient. L'enseignant, il est là pour ça. Et au-delà des ajustements de toutes sortes, les enseignants ont besoin d'être mobilisés. Et j'en veux beaucoup à Jean-Michel Blanquer d'avoir dévalorisé le métier d'enseignant, d'en avoir fait un métier d'exécutant méprisé, alors qu'ils sont ceux entre les mains de qui il y a l'avenir de nos enfants. Bruno Bobkiewicz, vous partagez l'avis de Philippe Mérieux sur le côté exécutant les enseignants, sur l'image méprisée? Non, je crois pas. Je crois qu'on est plutôt sur une période où la succession des réformes et l'ensemble des modifications et des injonctions ont beaucoup déstabilisé le milieu éducatif. Je suis pas sûr qu'il y ait une volonté au départ de le faire, mais c'est une conséquence très directe de tous ces changements. Effectivement, la crise sanitaire est venue aggraver la situation, mais l'école aujourd'hui a vécu de nombreuses réformes, a bouleversé un milieu qui, vous le savez, est très hostile au changement, et de ce point de vue, ça a beaucoup déstabilisé le milieu enseignant. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté au départ de le faire, mais c'est une conséquence effectivement ressentie des personnels, tout comme la communication a beaucoup contribué à la crispation générale. Donc on pouvait à un moment donné, et c'était le cas des personnels de direction, partager le discours qui était porté, voire même soutenir certaines prises de décision, mais la façon dont la communication était faite a beaucoup brouillé le message, a crispé les équipes, au point effectivement de créer une tension entre les cadres et le ministère, par le mode de communication en direction du grand public, avant même les cadres de l'éducation nationale. Bruno Bobkiewicz, cela ne suffit-il pas à se poser la question justement de ce fameux mépris, le manque de dialogue, le manque de concertation, l'idée de ne pas justement aller se poser la question de ceux qui font des faiseurs et qui sont sur place, justement de savoir quel est leur avis? Alors on a eu une communication qui est restée entretenue de façon quasi permanente avec le cabinet et le ministère. Donc de ce point de vue, moi en tant que représentant, je ne peux pas me plaindre de ça. Mais c'est effectivement plus globalement la façon dont les équipes sur le terrain ont effectivement perçu ça. Donc ils l'ont assimilé à du mépris parce qu'effectivement le choix de communication, et c'est une erreur qu'on a dénoncée depuis le début, a été de communiquer en direction du grand public avant de communiquer en direction des cadres. Donc ça, c'est clairement effectivement une façon qui a beaucoup déplu aux cadres que je représente. D'accord. Philippe Mérieux, juste une réaction, parce que je vous ai entendu réagir à l'instant. Oui, parce que ce n'est pas simplement une erreur pour moi, c'est une faute. Quand on utilise un journal aussi noble et diffusé soit-il, plutôt que le bulletin officiel de l'éducation nationale, quand on s'adresse directement aux parents d'élèves par l'intermédiaire d'une radio, au lieu de passer par les instances de concertation, c'est pour moi un abus de pouvoir. C'est pour moi un abus de pouvoir réel. Le ministre n'est pas tout puissant. Le ministre, il est encadré par des textes et par une hiérarchie des textes. Et je crois que dans la hiérarchie des textes, l'interview dans le quotidien ou dans la matinale est au-dessous, et très largement au-dessous des circulaires officielles qui ont été validées, qui sont passées par un certain nombre de circuits. Et je pense que ce qui s'est passé là est fondamentalement une atteinte à une institution, c'est-à-dire à une institution qui a des règles, et des règles qui ne sont pas celles de la monarchie, qui sont celles de la République. Or, ce gouvernement et ce ministère de Jean-Michel Blanquer a été gouverné selon les principes de la monarchie et non pas selon les principes de la République. Principe de la monarchie et pas de la République, Rodrigo Aranas? Vous savez, moi, je garderai toujours en mémoire, au-delà des points de friction et d'opposition qu'on a eu avec le ministre de l'Éducation nationale, la dernière manifestation qu'il y a eu à Paris, justement, sur l'école, où il y avait beaucoup d'enseignants, beaucoup de parents, beaucoup d'élèves aussi, des étudiants, et aussi des AESH et des gens qui en avaient marre, en fait, d'être maltraités pendant ce quinquennat. Et le résultat, c'est que
il y a eu une réunion ensuite rue de Grenelle qui était présidée par le Premier ministre, M. Castex. Moi, à l'époque, j'étais adhérent de la FCPE, la première fédération de parents d'élèves, et il s'avère que j'avais fait la manifestation avec les coprésidentes Carla Dugo, Najat Bellassène. La logique aurait voulu que, parce que nous représentons et que nous avons 7 sièges au Conseil supérieur de l'éducation, c'est vraiment la représentation majoritaire dans les instances officielles. Voilà, on a un poids réel gagné par des élections. C'est pas juste parce qu'on a des adhérents, on en a plein, mais on a gagné des élections. On fait plus d'1 million de voix aux élections de parents d'élèves de la FCPE. Le résultat, c'est qu'on n'était pas invités et qu'on a dû dire, excusez-moi, mais là, on va parler de l'école, on va parler des enfants, donc juste, on va être là. Et on a été mis sur un coin de la rue de Grenelle, encadré et nassé par les forces de l'ordre, et des syndicats d'enseignants qui ont été solidaires avec nous, sont restés sur le trottoir en disant « Nous, on ne rentre pas à la discussion s'il n'y a pas les parents. » Parce que l'école, c'est aussi les parents. Et en plus, c'est la loi. Et c'était quoi l'argument ? L'argument, c'est que c'était avec les profs. Et qu'on n'était pas sur la liste, et qu'on n'était pas invité. Vous savez, comme dans les soirées, là, vous n'êtes pas invité, ou quand vous allez en boîte et vous avez des baskets. Moi, je suis tout le temps invité, moi. Voilà. Je plaisante. Il s'avère que normalement, on était toujours invité, mais pas là. Donc, ça montre que dans un moment de crise forte de l'école, en fait, on a eu un ministère qui a choisi ses interlocuteurs. Et comme dans une famille, on ne choisit pas ses enfants, dans une démocratie représentative, on ne choisit pas ses interlocuteurs, on doit les mettre tous autour de la table. Et surtout, quand notre fédération appelait à la manifestation auquel toute la communauté éducative s'est rejointe. Donc, moi, je suis en phase avec ce que dit Philippe Mérieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on veut respecter les gens, il faut les respecter pour de vrai. Et pas juste dans la presse. Et après, quand il faut vraiment travailler, parce qu'on a des propositions à faire concrètes, eh ben, faut pas mettre les gens dehors. Alors, ça s'est pas bien passé en plus. Heureusement qu'il y avait des élus avec nous. On va continuer à parler ensemble, Rodrigo Arenas, justement de tout ce que doit entreprendre Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation, car je crois que malheureusement, à la fois Philippe Mérieux et à la fois Bruno Bobkevich doivent nous laisser. Juste une dernière petite réaction par rapport à ce qui attend les 5 prochaines années. Bruno Bobkevich, votre priorité pour vous, c'est le dialogue, certes, mais c'est aussi la revalorisation des salaires, j'imagine ? Oui, alors c'est un sujet avant tout du corps enseignant, mais qui concerne également les personnels de direction, effectivement. Mais je pense qu'il a une prise de décision urgente à prendre sur la question des mathématiques dans la voie générale. Il a une prise de décision rapide à prendre sur la nécessité d'un plan à mettre en œuvre pour la rentrée, notamment lié au faible nombre de candidats au CAPES dans certaines matières. Et puis, il y a la question de l'inclusion scolaire. M. Arenas a parlé des AESH. Il faut qu'on avance sur cette question et sur la question du pilotage. Le problème, c'est qu'on est sur un dossier interministériel extrêmement complexe, mais il faut qu'on avance sur cette question. Donc voilà. Et puis surtout, il faut, avant d'entamer quoi que ce soit de nouveau, faire un bilan clair de ce qui a été engagé avant de commencer à modifier quoi que ce soit. Donc la demande, c'est on prend le temps, on évalue et après on prend des décisions. Philippe Mérieux, dernière question aussi, parce que je sais que vous devez filer, mais on l'a vu avec Nicolas Hulot, ou avec d'autres, ça n'a pas été facile de passer de la société civile finalement à la politique. Est-ce que vous pensez que Pape Ndiaye aura les épaules, le courage, la solidité pour tenir justement ce ministère et vous serez à ses côtés et tous les autres peut-être pour l'aider, le conseiller? Je ne sais pas du tout, je partage totalement les priorités qui viennent d'être évoquées par mon collègue. J'y ajouterai une priorité concernant la question de l'évaluation. Et en particulier, j'aimerais que le ministre, très vite, sente à quel point certaines propositions du président de la République sur l'évaluation systématique et la publication systématique des résultats d'évaluation le plus souvent possible est quelque chose qui peut être profondément mortifère pour le service public de l'éducation nationale en créant la concurrence de tous contre tous d'une manière systématique. J'aimerais qu'à cet égard, il clarifie les choses et que, comme l'a dit mon collègue, ils prennent le temps de faire un bilan, ils prennent le temps de parler, qu'ils prennent le temps de définir des vraies priorités et des vraies valeurs. À cet égard, pour moi, c'est un avantage qu'il ne soit pas un apparatchik de l'éducation nationale, parce qu'il ne va pas se perdre d'entrée de jeu dans une multitude de petits arbitrages de détails. Il va pouvoir définir un cap, mobiliser autour de ce cap les enseignants, les parents d'élèves, les personnels de l'éducation, mais un cap qui ait du sens et du sens pour les citoyens. Voilà. Donc, moi, j'espère, mais maintenant,
tout reste à faire. Et je ne sais pas ce qui peut se passer. On l'a vu, vous avez raison. Nicolas Hulot a été un bon exemple. On a vu l'échec d'un certain nombre de ministres qui se sont trouvés en situation de ne pas pouvoir mener la politique qu'ils espéraient. Je voudrais croire, je veux croire pour l'école et pour les élèves et pour mes collègues les professeurs que ce ne sera pas le cas de Papa Ndiaye. Je ne suis pas de ceux qui spéculent sur son échec, parce que spéculer sur l'échec du nouveau ministre, c'est spéculer sur 5 ans de retard encore de l'école, c'est spéculer sur des élèves, des parents et des enseignants en difficulté. Et je préfère à cet égard lui faire confiance et espérer qu'il tiendra le coup. En tout cas, je lui souhaite bon courage. Bien sûr qu'on lui souhaite bon courage et qu'on lui fait confiance. Il va forcément réussir. En tout cas, il le faut absolument pour nos profs, pour nos élèves, pour nos enfants. Merci à vous, Philippe Mérieux, d'avoir été avec nous, ainsi que Bruno Bobkiewicz. Merci aussi 1000 fois d'avoir participé à cette discussion. Je vous garde avec moi, Rodrigo Arenas. Vous le voulez bien, encore quelques minutes? Merci. Rodrigo Arenas, donc je le disais, Papa Ndiaye est issu de la société civile, mais vous de même, puisque vous vous présentez là, justement. Macron ne m'a pas appelé. Donc, je suis à votre disposition. Candidat pour donc la NUPES. Moi, je vais dire la NUPES. J'aime bien, parce que la NUP, je ne sais pas. La NUPES, elle est dans la 10e circonscription de Paris, pardon. Ouais. Vous étiez ancien porte-parole de la FCPE. Donc, Papa Ndiaye, également pur produit de la société civile, mais de la méritocratie aussi. Il a un chantier monumental. On vient d'énumérer tous les dossiers, en gros, qui sont énormes pour l'école. Évidemment, la revalorisation des salaires. Évidemment, le problème des savoirs fondamentaux avec le français et les mathématiques. La formation des professeurs. Le désamour, pas le désamour, mais peut-être le désintérêt ou l'angoisse des étudiants à choisir le métier de prof, d'enseignant. L'inclusion scolaire, venez d'en parler effectivement, Bruno Bobkiewicz. L'évaluation, c'est 12,5 millions d'élèves et près de 870 000 profs, cette machine de l'éducation. Waouh! Et 200 000 personnes qui font fonctionner la machine au sein de la direction générale des services de l'éducation nationale. Une montagne qui l'attend. C'est quand même pas facile de prendre un ministère avec une telle attente. C'est pas facile quand on ne sait pas où on va. Parce que quand on sait où on va, après on organise les gens. D'abord, M. Ndiaye, il va falloir qu'il fasse le ménage au sein de... vous savez, le ministère de l'Éducation nationale, moi j'y suis allé de temps en temps, il est complètement adulté par exemple par des gens du printemps républicain, qui ont une vision idéologique de l'école, qui a provoqué notamment beaucoup de troubles sur une partie de la population, notamment sur les questions de l'islam, etc. Donc voilà. Tout le monde a une vision idéologique de l'école, non? Oui, bien sûr. Donc moi, aujourd'hui, on connaît... un sens comme dans un autre. En fait, on connaît celle de M. Ndiaye. Vous savez, moi j'ai dirigé une fédération de parents d'élèves composée de 300 000 adhérents, comme je vous expliquais tout à l'heure. Bien sûr. Quand on arrive, il y a des gens qui pensent différemment. Et le ministère de l'Éducation nationale, où il y a plus d'1 million de personnes, il y a des gens qui pensent différemment. La question, c'est que qu'est-ce qu'on s'autorise à porter politiquement et qu'est-ce qu'on ne s'autorise pas à porter politiquement. Donc, normalement, M. Ndiaye doit porter ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit, ce qu'il a avancé quand il était soit au musée de l'immigration à la Porte Dorée, soit dans ses livres. Mais ce n'était pas le même discours quand même. Là, il portait la voix, effectivement, d'un dirigeant du musée de l'immigration, ce qui n'était pas le discours d'un ministre de l'Éducation. Comme il vient de la société civile, il est censé porter ce au quoi il croit. Donc moi, ce que je lui dis, et ce que je vous dis, c'est qu'au sein des gens qui ont entouré Jean-Michel Blanquer et qui aujourd'hui sont dans les cabinets ailleurs, il y a des gens qui pensent l'opposé de ce qu'il veut porter. Donc il va falloir qu'il fasse le ménage. Parce que quand vous êtes comme moi, quand j'ai été à la tête d'une fédération, si je m'étais entouré de gens qui pensent complètement autre chose de ce qu'on a voulu porter collectivement, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'on ne peut pas avoir un discours qui va dans un sens et une mise en œuvre qui va dans le sens opposé. Donc il va falloir qu'il fasse le ménage, c'est impératif. Et ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir qu'il réussisse à convaincre Bruno Le Maire, ministre du Budget, et Madame Borne, qui est Première ministre, de lui donner les moyens de le mettre en œuvre. Ils ont parlé de 6 milliards déjà. Voilà. Après, nous, vous savez, signé. Nous, on a des propositions, c'est en téléchargement libre sur un site internet. Il y a des points d'accord sur l'ensemble de la NUPES, il y a aussi des points de dissensus sur lesquels on n'est pas d'accord, mais il peut piocher dedans, c'est cadeau à toute la France. Mais bon, nous, on a la prétention, après, pardonnez-moi de politiser un peu le truc, mais on a la prétention d'avoir 289 députés pour mettre en œuvre un programme de gouvernement. On n'est pas juste là pour faire la mouche du coche ou pour pointer le mauvais élève. On n'est pas là pour ça. On est là vraiment pour apporter des réponses qu'on pense nécessaires, parce qu'il y a des vrais enjeux. Qu'est-ce que va dire M. Ndiaye sur la question du réchauffement climatique? Qu'est-ce que va dire M. Ndiaye sur la question des discriminations de genre à l'école? Qu'est-ce que M. Ndiaye va dire? Vous voyez, il y a un certain nombre de sujets qui ont traversé les
écoles pendant 5 ans, il va falloir qu'il apporte des réponses de fond, mais aussi des réponses concrètes. Il ne suffit pas de faire des maths. C'est les maths, pourquoi faire? Il ne suffit pas d'apprendre le français. C'est le français, pourquoi faire? Par exemple, j'ai eu l'occasion de vous le dire plusieurs fois, moi je suis pour qu'on enseigne la philosophie et le droit aux enfants dès le plus jeune âge. Parce que la République, ça s'apprend. Parce que la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité... Être républicain, ça s'apprend. C'est un chemin philosophique. Ouais. Et ensuite, il y a des principes de droit qui mettent une règle commune à nous tous, à vous, à moi, pour appliquer ces principes philosophiques. Donc, moi, je l'attends là-dessus. Mais bon, si on réussit à avoir 289 députés, je ne sais pas s'il restera, mais en tout cas, il est un peu en intérim pour l'instant. Il l'a placé 2 fois, le 289, attention. Hein. Mickaël. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il va devoir aussi peut-être aller en frontal face à Emmanuel Macron, parce qu'on le présente depuis ce week-end comme étant en opposition avec Jean-Michel Blanquer, mais pour rappel, et on en a beaucoup parlé sur ce plateau, dans le programme d'Emmanuel Macron pour ce deuxième quinquennat, on était vraiment sur la continuité de ce qu'avait proposé Jean-Michel Blanquer pendant 5 ans. C'est pour ça que j'attirais votre attention sur les 35 heures pour les AESH, c'est-à-dire les femmes, parce que ce sont des femmes qui s'occupent des enfants. Parce que ça, c'est le seul point sur lequel il est clair. Sur le reste, en fait, il n'y a pas de mesure. Donc le programme d'Emmanuel Macron sur l'école... Il y a la méritocratie, on va y venir juste après, juste pour vous titiller un peu. Pour le coup, la méritocratie, ce n'est pas un point programmatique, c'est une orientation. Oui. Et là, il y a un sujet. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être vers la méritocratie? Aujourd'hui, on sait que l'école française, elle récompense 2 types d'élèves, entre guillemets. C'est ceux qui ont une bonne mémoire, donc qui peuvent répéter un cours et avoir de bonnes notes, et celles et ceux qui, en ayant une bonne mémoire, permettent ensuite d'avoir les bons diplômes. Sauf qu'avoir un bon diplôme et avoir de la bonne mémoire, ça ne fait pas des dirigeants et ça ne fait surtout pas des gens qui apportent des réponses aux enjeux auxquels on est confronté. En gros, il faut qu'ils s'occupent des inégalités, Pape Ndiaye, c'est ça? Pas seulement. Il faut qu'on y aille. Il faut s'occuper des inégalités à condition de définir quelles sont les inégalités. Parce que si par exemple vous êtes dans un quartier où vous dites que la mixité sociale c'est bon pour les enfants parce que ça apprend de la coopération et que in fine quand ils seront dans les entreprises il va y avoir des enfants qui sont des cadres, futurs adultes cadres, comme des ouvriers et qu'il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. Donc quand vous avez des écoles dans lesquelles on a séparé les enfants issus des CSP+, des enfants des CSP- et qu'on reste dans l'entre-soi, en fait la méritocratie elle est liée au patrimoine des parents ou au patrimoine hérité de l'urbanisme, comme l'haussmannien à Paris, et non pas d'une vraie volonté d'avoir de la mixité dans les établissements. Parce que, en gros, je vais vous le faire de façon très caricaturale et lapidaire, si on met les pauvres chez les riches, on sait faire, parce qu'on est tous dans la charité en France, mais quand on met les riches chez les pauvres, alors là, ça fait une explosion sociale. Voilà l'enjeu de M. Ndiaye. Est-ce qu'il est capable de faire vivre dans l'école des enfants qui viennent d'horizons complètement différents pour avoir un nouveau projet républicain où on apprenne à vivre en paix les uns avec les autres sur un projet qui rassemble et non pas un projet qui divise, parce qu'on le voit après dans les boîtes, et y compris là où on habite. Et c'est là l'inclusion aussi qui est très importante. Absolument. Parler d'inclusion en permanence, mais d'une véritable inclusion. Comment se ferait-elle de manière rapide? Parce que 5 ans, c'est très court en fait. On sait que pour toute réforme fonctionne et qu'elle soit vraiment effective, il faut 10 ans, 15 ans. Il faut 20 ans. 20 ans. Comme en Finlande. Donc comment faire là? Comment en 5 ans? Parce que c'est la dernière question. Il faut ouvrir un chemin. Il faut ouvrir un chemin. Et ce chemin, il ne peut pas être le fait d'un seul homme. Emmanuel Macron s'est cassé les dents là-dessus. Quand il décide tout seul, ça ne marche pas. Les masques, ça n'a pas marché. La lutte contre la Covid, on peut dire ce qu'on veut, l'hôpital public n'a pas pu répondre. L'école, elle a fonctionné. Pourquoi? Parce que les enseignants ont mis plus que leur salaire pour la faire ouvrir. Ce n'est pas Jean-Michel Blanquer qui a ouvert les écoles, c'est les profs. Et que les parents, ils ont joué à la maîtresse ou alors ils ont mis les mains au portefeuille pour acheter les masques, etc. Donc, il y a une très grande volonté culturelle, généreuse et coopérative en France. Donc, c'est pas que Pape Ndiaye qui va réussir. Il réussit à mettre les gens autour de la table sur un projet partagé, il réussira. Mais c'est pas lui qui réussira, c'est la France. Donc j'espère que Pape Ndiaye ne sera pas un Jacques Lang qui a été ministre de l'Éducation nationale pour pas grand-chose. Ah ben on va s'arrêter sur cette petite fin-là. Je la trouve magnifique. Merci Rodrigo Arenas d'avoir été avec nous. Merci à comme vous. Toujours, c'est un plaisir de vous recevoir. Donc je rappelle, à chaque fois que je vous reçois, je dis voilà, je m'occupe de la FCPE. Maintenant, je dis non, pardon, candidat pour Alors vous dites la NUPS? Moi, je dis la nouvelle Union populaire. Vous savez pourquoi? Parce que je suis d'origine chilienne et l'Union populaire, c'est précisément ce pourquoi je suis en France en tant qu'exilé, puisque c'était le projet de Salvador Allende. Oui, c'est vrai, c'est plus parlant. Bon, alors, candidat pour la NUPS, la NUPES, la NUPS, dans la 10e circonscription de Paris, et ancien porte-parole de la FCPE. J'espère que vous reviendrez, même si vous êtes élu. Hein. Vous allez venir quand même sur le plateau. Surtout si je suis élu. Ah, bah ça va alors, je suis rassurée. Merci d'avoir été là. On souhaite donc bonne chance à notre nouveau ministre de l'Éducation, à vous aussi, bien sûr, mais je vous souhaite surtout beaucoup de courage. Et beaucoup de courage, voilà. Il y a beaucoup de choses à entreprendre, mais il est là pour ça. Il a décidé de le faire, il a dit oui. Et donc, voilà.
Voilà, on le suit. Merci, donc je remercie à nouveau Bruno Bobkiewicz qui était avec nous aussi, secrétaire général du SNPDM-INSA, le syndicat national des personnels de la direction de l'éducation nationale, je parle trop vite, et Philippe Mérieux, professeur des universités en sciences de l'éducation. Voilà pour cet échange passionnant sur notre nouveau ministre. On marque une courte pause et on revient dans un instant. De retour dans le grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Bertrand Pajot. Bonjour. Vous êtes directeur du conseil scientifique météo à l'école et inspecteur général de l'éducation du sport et de la recherche. Face à vous, Jacques Taillé, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver, de vous rencontrer. Vous êtes enseignant de mathématiques et animateur de l'atelier scientifique au lycée Parc de Villegénis, c'est ça, à Massy, dans l'Essonne, près de Paris. Vous venez nous parler aujourd'hui de l'atelier justement météo à l'école qui a été mis en place il y a 6 ans dans l'établissement. Oui, nous avons reçu une station météo en 2016. Alors racontez-nous l'essence du projet parce que je trouve ça absolument formidable. Comment ça s'est créé au départ? Ça vient de vous l'idée? Alors des élèves ont voulu travailler sur les énergies renouvelables. Oui. Et pour cela, ils se sont dit que l'idéal serait d'avoir des données. Et pour avoir des données, il faut une station météo. Et nous avons eu la chance que Météo à l'école nous propose d'obtenir une station météo. Ça s'est fait, les élèves ont eu envie au mois de novembre, en décembre on recevait un papier, en janvier c'était parti. Fantastique, c'est la première fois que j'entends que ça se passe aussi bien dans une demande faite. Et en mai, c'était installé dans notre établissement scolaire. Et 6 mois après, en décembre, les élèves remportaient un premier prix au Trophée Shannon. Donc c'est pour dire que ça... C'est allé très vite. Alors, la genèse du projet, c'est parce qu'en fait, les enfants, les élèves, la classe 2 sont des élèves de seconde, première, terminale. D'accord, des élèves de lycée. De l'enseignement général, technologique et professionnel, qui travaillent ensemble. Formidable. Et donc, tous qui ont entre 15 et 17 ans à peu près, 17-18 ans, tous, en fait, ont eu envie de s'intéresser au départ à l'aspect écologique, environnemental, en fait. Totalement. Et donc, la station météo a été un moyen de découvrir la gestion de données. Et donc, ces données peuvent être récupérées en CSV et après, les élèves les travaillent avec des programmes. C'est quoi un CSV? Alors, c'est un des fichiers. Ce que vous utilisez au quotidien, c'est Excel, donc des points XLS, et là, ce sont des points CSV. Vous avez une histoire d'une virgule par rapport à un point qui est changé, mais le véritable intérêt, c'est que les élèves peuvent intégrer cela dans des programmes. Et donc, on peut après, si on a envie, faire un peu d'intelligence artificielle. Vous êtes président donc, de ce fameux conseil scientifique météo à l'école. Pareil, racontez-nous aussi la genèse du projet, parce que je sens bien que ça vient des élèves d'un côté, mais du vôtre. Alors, de toute façon, Météo à l'école, c'est un des nombreux projets d'une structure plus globale soutenue par le ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle Sciences à l'école. Oui. Il s'agit en fait, l'idée générale, c'est d'offrir à des établissements, donc notre collègue a pu en profiter, du matériel comme une station météorologique qui permet de travailler avec les élèves sur la météorologie et la climatologie aussi, parce que quand le projet a été lancé, on se doutait bien qu'un jour on avait parlé de changement climatique, adaptation, atténuation. Et donc on a donné actuellement, il y a 62 stations qui sont distribuées sur toute la France, plus des DOMCOM, plus quelques établissements français à l'étranger, et qui nous permet d'avoir un réseau scolaire, météorologique et climatologique qui permet aux élèves de travailler, avec le soutien de plein de scientifiques, dont Météo France. Alors, quel type d'informations on va pouvoir justement recueillir et donc travailler, étudier? Alors, ces stations, elles sont assez classiques du point de vue météorologique. On peut avoir la température, la pression, la direction des vents, la pluviométrie. Certains collègues y adjoignent un certain nombre de capteurs plus ou moins précis, type rayonnement solaire, etc. Mais tout ceci arrive, et c'est ce que soulignait notre collègue, arrive finalement sur des bases de données que maintenant on partage tous dans le réseau via aussi une association de fans de fondus de météorologie qui s'appelle Infoclimat, que tout le monde peut aussi consulter. Et on est finalement la partie pédagogique d'Infoclimat. Et comme ça, les élèves peuvent avoir accès à une immensité de données météorologiques, climatologiques sur lesquelles ils peuvent faire porter leur regard pour développer une approche scientifique, pour répondre à un problème environnemental. Par exemple, la vague de chaleur qu'on a connue ce début de semaine va être sans doute un jour un projet d'élèves dans le réseau pour dire mais pourquoi elle est arrivée, donc ils comparent ça à tout un tas de choses. Et l'objectif, c'est vraiment que les élèves à la fois puissent, avoir la main dans le cambouis finalement d'un objet technologique, une station météo, puis peuvent répondre avec ça avec tout un tas de questions scientifiques. C'est de la formation scientifique qui peut être générale pour
tout Et puis citoyen. c'est une manière d'approcher aussi des sujets qui font partie de notre quotidien aussi Et et de qui plus en sont plus. voilà quotidien évidemment pour les problèmes environnementaux et climatiques, mais aussi pour simplement si on parle bien de futurs métiers par exemple Exactement. dans l'agriculture, l'agrologie, enfin l'agronomie, enfin tous les métiers. Vous avez parfaitement raison. Et Et c'est toute la logique de Sciences à l'école généralement. Il y a plein d'autres projets qui s'appellent Génome à l'école, Astro à l'école. l'astro, oui. C'est pouvoir faire connaître tout un tas de futurs métiers aussi, parce que on sait que pour aller chercher les jeunes vers les métiers scientifiques ou technologiques, il faut leur montrer que c'est pas un vieux savant avec une blouse plus ou moins propre. Mais Bien voilà, sûr. c'est aussi maintenant des objets de haute technologie qui permettent de partager. Et un des gros avantages de notre grand petit réseau, parce que c'est moins grand que l'Organisation météorologique mondiale, mais c'est qu'on a un réseau aussi de gens très enthousiastes, et les collègues avec ces élèves en est l'archétype, qui font des projets et on essaie de partager. On avait, c'était avant le Covid, des réunions annuelles dans lesquelles les passionnés pouvaient se rencontrer. Alors vous, Jacques Taillé, vous étiez passionné de météo avant ou pas? Ah, pas du tout. Moi, Pas du tout, je m'en fichais complètement. complètement. Je veux dire, les élèves ont été intéressés par cela. On a voulu avoir une station météo. On a une station météo, c'est parti. Mais maintenant, je fais tous mes programmes de seconde en mathématiques à l'aide de la station météo. Alors, c'est ça que je trouve absolument formidable. Venons-en justement. Comment vous faites pour pouvoir passer de votre programme, donc le programme classique, donc de mathématiques, qui est validé par l'Éducation nationale, basé sur la station météo? Mais il restera classique. On a un programme à faire, on le fait. Mais par exemple, on va aller dire aux élèves, aller chercher les données. Les élèves vont, par exemple, réaliser des courbes. Ils vont réaliser des courbes à partir de points. Il y a des élèves qui vont dire, moi, je fais des points. Un autre va dire, moi, je vais relier ça avec une courbe. Un autre avec un trait. Ton trait, ça va être un segment. Puis à partir de tout ça, on va définir ce qu'est une fonction. Et puis on va continuer, on va faire des statistiques. Au lieu de faire des statistiques avec 10, 20 valeurs, on fait des statistiques avec 40 000, 50 000 données. Et comme nos élèves sont équipés en classe de seconde d'ordinateur, ils chopent les données, ils les récupèrent, ils travaillent dessus et on fait des statistiques en direct. Donc on est 30 élèves dans une salle de classe qui sont en train de faire un travail différent, puis on les compare après entre nous. En fait, l'intelligence est de rattacher aussi une matière qui peut être un peu abscon, en fait, comme les maths, à quelque chose de très actuel, très palpable, qui est la météo, qui est le quotidien, finalement. Voilà, et puis donc les élèves vont regarder les données de la station météo tous les jours. Notre station, nous la consultons tous les jours. Et puis après, par exemple, ce matin, les élèves se sont demandé, il va continuer à pleuvoir ou pas? On avait des données qui étaient en dessous de 1000 hectopascales et on s'est dit qu'immanquablement, il allait continuer à pleuvoir ce matin et c'était bon. C'est bien donc que les élèves se disent, tiens, on ne va pas aller chercher des informations officielles sur Google, après sur Météo France ou autre. Ils disent, on va sur les datas qu'on a chez nous. Ce sont les nôtres et on est capable de comprendre ce qui va se passer. Et alors, ils ont même créé, c'est ça, un atelier qui s'appelle Polybike. Alors l'année dernière, ils ont fait un travail de particules fines, un détecteur de particules fines mis sur des vélos et ils vérifiaient leurs données, la cohérence de leurs données par rapport aux températures, vent qui étaient obtenus sur notre station météo. Mais la station météo qui nous a été fournie sert sur différents projets. Là, cette année, sur des projets de CO2. CO2 dans une salle de classe, on imagine Covid, renouvellement de l'air, c'est important. On s'est posé des questions. Est-ce que les données extérieures influent sur ces données intérieures? Mais c'est surtout qu'en fait, ces données en question, elles vous permettent effectivement de travailler les maths avec vos élèves de manière différente. Mais est-ce qu'elles sont récupérées, vous, de votre côté, le conseil scientifique, pour d'autres études annexes? Alors, on pourrait, mais il y a certains projets, c'est un peu des sciences participatives, des sciences collaboratives, notre projet. Alors d'abord, il y a plein d'endroits sur le réseau dans lesquels il y a des équipes pluridisciplinaires, avec majoritairement des collègues de maths, de sciences de la vie de la Terre, de physique-chimie, de technologie, un peu d'histoire-géographie, qui peuvent avoir des projets très multiformes. Là, le collègue avec ses élèves travaille beaucoup sur les données, mais il y en a d'autres qui travaillent sur effectivement l'influence d'un massif montagneux à côté de leur station pour savoir si ça modifie, ils suivent la climatologie sur maintenant presque 10 ans pour savoir s'ils voient vraiment les traces du changement climatique dans leur établissement. Et ils le voient. Et ils le voient souvent. D'ailleurs, ça c'est relativement net, et surtout dans les dernières années. Donc c'est très multiforme, et c'est ça qui est intéressant, parce que ça veut dire que tout le monde peut s'emparer, finalement répondre à sa problématique locale. C'est souvent ça qui accroche les élèves, en disant mais c'est mon établissement, finalement, c'est ma partie de ma vie qui est dans l'établissement qui m'intéresse. Est-ce qu'avec cet outil-là, je peux répondre à un certain nombre de questions? Et plus généralement, voilà, c'est aussi partager, faire des choses. Et on pourrait, enfin, il y a
On a il y a des collègues qui déclinent ça avec d'autres outils que la station météo, mais certains ont fait même à un moment ou à un autre, vérifier dans un autre projet qui est connexe à Météo à l'école, vérifier par exemple si les données de leur station étaient comparables aux données de satellites envoyées par l'Agence spatiale européenne ou la NASA. Ça va assez loin, oui, des fois. Grâce à vos ateliers, est-ce qu'on aura plus de petits matheux dans les spécificités, dans les spécialités maths Je ne sais pas. Par contre, ce qu'on aura, c'est des élèves curieux de ce qui se passe autour d'eux. Bon, donc des citoyens intéressés et éclairés. Oui. Ouais, voilà, c'est ce qu'on cherche aussi de l'école et de l'éducation. C'est quand même un point principal, voilà, des gens ouverts à leur monde et qui savent qu'ils peuvent avoir une donnée fausse, mais c'est pas grave, on peut trouver des moyens de la transformer, on peut imaginer des moyens, des gens avec réfléchis, intelligents, critiques, et ça compte. Merci à vous deux d'avoir partagé vos idées, vos talents sur ce plateau. Bertrand Pajot, je rappelle que vous êtes président donc, du Conseil scientifique météo à l'école et inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, ainsi que Jacques Taillet, qui est enseignant de mathématiques, animateur de l'atelier donc, scientifique météo à l'école au lycée Parc de Villegénis à Massy, dans l'Essonne. Merci. Merci à vous. C'est l'heure de remonter le temps avec Loïc Landreau. Écoutez, regardez, soyez là, c'est maintenant. Cher Loïc, bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous raconter l'histoire de l'éducation physique à travers les âges. Exactement, parce qu'aujourd'hui, quand on fait de l'EPS à l'école, c'est d'abord pour que les jeunes se défoulent un petit peu, c'est vrai. Et puis, Maxime Scotty serait pas content du tout que vous disiez ça. Qui est donc cette personne ? Oh, mais non, monsieur, vous regardez pas l'émission. Alors, laquelle exactement ? Agrégé de sport, laquelle ? La nôtre déjà. Et agrégé de sport, non, ça ne sert pas que à ça. Mais poursuivez. Il y a un peu de ça, il y a un peu de mangerbouger.fr, évidemment, c'est pour des raisons de santé, il y a plein d'autres raisons bien évidemment, mais avant, l'éducation physique était avant tout pensée pour former de futurs soldats. Et oui, et surtout pour préparer les enfants à une vie intense, une vie qui est faite évidemment de travaux très fastidieux à l'époque. Et alors, vous pensez à la Grèce, c'est ça ? À la Grèce notamment, effectivement, je pense à Sparte, qui était reconnue pour ça, mais même en Mésopotamie, même à Rome, même en Égypte, c'était loin d'être une sous-discipline à petit coefficient, le sport. Pour vous résumer un petit peu, dans l'Antiquité, avec les arts, l'éducation physique est vraiment au premier plan de l'éducation, et ensuite les enfants les plus doués sont dirigés vers les forces armées, soit pour devenir soldats, soit pour encadrer des soldats. Je grossis un peu, mais c'est ça. Moyen-Âge en France, l'Église, comme je vous l'explique quasiment à chaque chronique, administre l'école à partir du 8e siècle. Et là, elle relègue un petit peu l'éducation physique au second plan et elle se concentre évidemment sur des problématiques un peu plus spirituelles, un peu plus intellectuelles. Et c'est une façon aussi de rompre un peu avec l'Antiquité qui était un petit peu considérée comme trop focalisée sur l'art et le corps. 1789, 1792, il y a un regain comme ça de l'éducation physique ou de la conscience que ça a vraiment un intérêt et les révolutionnaires veulent former, je cite, des corps endurcis pour des âmes régénérées. Voilà, ils veulent remettre vraiment le sport au cœur de l'éducation. Donne envie. Et oui, le problème, c'est qu'avec tous les soubresauts politiques, tout ça est mort dans l'œuf, et notamment aussi parce que la bourgeoisie considère que l'activité physique, c'est le lot de la populace. Voilà, des petites gens. Et puis en plus, il n'y avait pas de maître qui était formé pour apprendre le sport. Donc du coup, il n'y avait pas de programme établi. C'était un peu compliqué. Et alors, quand est-ce que le sport à l'école se structure réellement ? Il faut attendre 1830-1840. Il y a plusieurs rapports sur le sujet qui sont commandés par l'État. Et la date fondatrice, c'est 1869 avec un décret qui rend la gymnastique obligatoire dans les écoles primaires de garçons, les collèges communaux et les lycées. Et il y a encore différentes volontés derrière. La première, former des futurs soldats. Et oui, toujours, des soldats performants qui puissent résister aux campagnes militaires les plus compliquées. Je rappelle que l'année suivante, 1870, la France perd contre la Prusse, notamment parce que l'infanterie était très très mal préparée. Donc du coup, on se dit... On aura l'air moins con la prochaine fois, on va essayer de former nos élèves à l'éducation physique, ils seront mieux rodés. Il y a aussi une autre volonté, c'est celle de réindustrialiser la France, et pour ça, il faut des ouvriers en forme, charpentés, en forme, effectivement. On luttait contre les maladies aussi, et face à ce qu'on appelait à l'époque la dégénérescence de la race, eh bien, le sport revenait un petit peu, c'est comme ça qu'on appelait ça.
C'est rien à voir avec la race. Rien à voir finalement avec la race, mais on appelait ça la dégénérescence de la race, c'est-à-dire cette façon que les gens avaient de se laisser un petit peu aller, et donc ça faisait des hommes et des femmes faibles et des enfants faibles de plus en plus, en fait, quand ils naissaient. Et puis ensuite, quand même, il y a une petite observation par rapport aux enfants, parce que là, on parle pas trop d'eux, mais à l'époque, ils sont très fatigués, ils sont surmenés, notamment parce que la récréation a été mise en place quelques années auparavant, mais elle n'est pas appliquée partout, donc du coup, on a des enfants crevés. D'un autre côté, ils n'arrivent pas finalement à être assez focalisés sur l'enseignement parce qu'on ne leur donne pas d'espace de liberté. Donc finalement, il y a une loi en 1880 qui vient définitivement installer la culture physique à l'école. Et alors on y apprenait, il faut bien écouter parce que c'est quand même assez intéressant, on y apprenait la formation de peloton. On y apprenait les principes d'alignement à droite et à gauche. On y apprenait la station régulière du corps. Ah oui, c'était militaire en fait. Eh ben voilà, c'est exactement ça. Il y avait des exercices de montée à la corde, de montée sur les mâts, d'échelle, l'apprentissage des types de courses, des sauts, les mouvements à la barre. Et jusque dans les années 1930, c'était ça, une sorte de confusion entre le sport qui est censé être un divertissement et l'apprentissage militaire finalement. Les enfants étaient encore plus crevés. Ah, ils étaient crevés, mais surtout, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, quoi. Et ça n'avait rien de ludique, absolument rien. Et donc, à partir de 1933, il y a quelque chose qui change, c'est que l'État crée la première école de formation à l'éducation physique pour les futurs instituteurs. Et là, on constate enfin un recul de cette influence militaire pour enfin venir sur le divertissement, la santé, etc. Et puis, les programmes s'enrichissent, on regarde ce que font un peu nos voisins européens, on se rend compte qu'ils sont, comme souvent, beaucoup plus avancés que nous sur le sujet. Il y a plein de soubresauts encore, mais on avance jusqu'en 1981. François Mitterrand, l'éducation sportive à l'école se structure et elle se déploie pour arriver finalement à ce qu'on connaît tous aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai fait un petit résumé parce que c'était beaucoup plus compliqué, il y a eu beaucoup plus de soubresauts que ça. On parle aussi de Coubertin qui a beaucoup aidé à faire émerger ça. Mais voilà ce que je pouvais vous dire dans le temps qui m'était imparti. Non, mais c'est très intéressant de comprendre ça, et surtout quand on sait l'importance du sport à l'école, enfin de l'éducation physique et sportive à l'école. Donc je suis ravie. Merci Loïc. Évidemment, une petite déception, c'est que j'ai pas eu de blagounette. Et non, j'en ai pas préparé là. Promis, la semaine prochaine, je vous fais ça. Parce qu'on va parler de l'éducation sexuelle la semaine prochaine. Oh mon Dieu. Là, il y aura de quoi rigoler. J'espère que je serai là. J'espère aussi. Vous serez là, cher Mickaël. Ah ben, je serai là, avec plaisir. J'ai hâte. Très bien. Bah, du coup, on vous fera une chronique un peu plus longue. Écoutez, j'espère. En rapport. Non, mais c'était pas. Non, mais le côté long, le prenez pas pour vous. Pas du tout. Je veux juste que ce soit à la hauteur. Très bien, moi aussi. Merci beaucoup, cher Loïc. Eh bien, nous allons enchaîner, évidemment. Moi, à chaque fois, je suis perdue. Il va y avoir Malika Ménard, là. Oui, exactement. On va retrouver Malika Ménard, qu'on aime beaucoup. Regardez, elle nous parle des souvenirs d'écolier de son invité. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Mickaël Jérémias. Bonjour Mickaël. Bonjour Malika. Alors, vous êtes un ancien joueur de tennis fauteuil, professionnel de 2001 à 2016. C'est ça. Vous avez été 4 fois médaillé paralympique en 2004, 2008 et 2012, dont une fois médaillé en double. C'est ça, en or, ouais. Bref, une carrière de sportif de haut niveau de haut vol. Aujourd'hui, vous faites partie de la commission des athlètes en charge de l'organisation des JO de Paris. Ouais. En quoi ça consiste concrètement ? Bon, on est à un peu plus d'une quinzaine d'athlètes olympiques, paralympiques, surtout des athlètes à la retraite pour la plupart. Et en fait, on accompagne le comité d'organisation dans tout ce qui concerne le parcours athlète. Donc tout ce que les athlètes vont vivre du début des Jeux jusqu'à la fin des Jeux. Et ça inclut aussi ce qui se passe dans le village, ce qui se passe dans les liaisons entre les différents sites. Donc voilà, on est en fait une commission de conseil et on accompagne le comité d'organisation. Et vous vous réunissez régulièrement ? On se réunit tous les quelques mois. Après, on est en contact avec le COJO, mais il s'avère que je travaille aussi avec le comité d'organisation comme consultant. Donc voilà, on travaille quasiment tous les jours sur le sujet Paris 2024. Vous êtes ambassadeur de l'INSEP ? Ouais, je travaille avec l'INSEP. On parle beaucoup de l'INSEP comme une usine à champions. C'est surtout un endroit extraordinaire pour s'épanouir en tant que sportif de haut niveau. Et puis ce que j'aime à l'INSEP, c'est cette notion de double projet. Et qu'il n'y a aucun athlète laissé sur le carreau, même si la pratique sportive ne se passe pas très bien, au moins le parcours universitaire et étudiant est prévu pour la reconversion et pour la suite. Ouais. Vous êtes également conférencier à la tête de votre association, comme les autres. Bref, une reconversion réussie et chargée.
Ouais, moi j'ai pris ma retraite après les Jeux de Rio en 2016. J'étais porte-drapeau, donc j'étais super fier de ce moment-là. Et l'important, c'était de réussir aussi l'après. Et aujourd'hui, oui, en fait, moi je me décris comme un entrepreneur à impact positif. Je suis producteur maintenant, je suis dirigeant de différentes structures, que ce soit associatives, entrepreneuriales. Et l'idée, c'est que c'est un impact positif sur la société, peu importe la manière dont je travaille. Et je m'éclate bien et je suis assez occupé. Est-ce qu'il y a des projets que j'ai oubliés? Le 28 août prochain sort sur Canal+ mon premier documentaire en tant que producteur, le documentaire qui va s'appeler We Are People, où avec mon associé et réalisateur Philippe Fontana, on a raconté comment le sport a changé la vie des personnes handicapées dans le monde depuis 150 ans. Et ça, c'est un projet de longue date. Ça fait 4 ans qu'on s'était lancé dessus, la pandémie a arrêté le tournage et donc on a pu le terminer là tout récemment. Donc on a vraiment hâte de le faire découvrir au grand public. Donc ça, c'est fin août. Ouais. Maintenant, on arrête les projections dans le futur. On fait un petit flashback. Ouais. Est-ce que vous voulez bien alors revenir sur vos souvenirs d'enfance? Avec plaisir. Quel type d'élève étiez-vous? J'étais un élève agité, mais assez passionné. Quand j'étais tout petit, j'étais debout sur ma chaise. Alors, pas sur cette chaise que j'utilise maintenant, mais j'étais vraiment debout sur ma chaise. J'étais un hyperactif et je levais la main tout le temps, enfin pas suffisamment selon mes Parce profs. qu'on n'est pas obligé de se mettre debout sur la chaise pour participer, là. Mais en fait, j'avais envie de courir partout, j'étais très dynamique. Alors, je n'étais pas un hyperactif pathologique, mais j'étais un gamin qui bouffait la vie. Vous alliez à l'école ici, à Paris? Vous avez j'étais à l'école dans le 12e à Paris. Ouais. Et toute votre scolarité s'est faite? Ouais, moi j'ai été dans le 12e, toute ma scolarité. J'ai été à l'école élémentaire de Ménil, et puis au collège Courteline, et puis au lycée Paul Valéry où j'ai eu mon bac. Et vous étiez un bon élève? Non, j'étais pas un bon élève. J'étais un très bon élève jusqu'au CP. Au CP, j'étais tellement un bon élève que... On est sérieux là? On est très sérieux. Ça veut dire, à l'école maternelle, j'étais bon élève. J'étais brillant à tel point qu'au CP, ma prof qui allait récupérer tous ses élèves en CE1, donc moi compris, en fait, je sais pas si elle me détestait ou si elle m'admirait, mais elle a dit à mes parents, écoutez, il a un vrai talent, il faut qu'il saute une classe. Donc j'ai sauté le CE1. Et je me suis retrouvé en CE2. C'est assez rare de sauter le CE1, on saute plutôt le CE2. Et donc j'ai sauté le CE1 et je me suis retrouvé en CE2. Et en fait, j'ai compris plus tard... Alors vous étiez bon élève. J'étais un peu en avance à cet âge-là. C'est-à-dire qu'au CP, je lisais plus vite que les autres, plus rapidement, comptais, tout ça. Sauf qu'en fait, la prof, vraiment, en avait marre de moi. Et elle se disait, je ne vais pas avoir les mêmes élèves 2 ans de suite, parce que c'est elle qui faisait les CP et les CE1. Donc j'ai plutôt interprété ça comme une façon de se débarrasser aussi. Non, je ne pense pas. Non, je ne prendrais pas ce risque. Moi, je pense qu'elle n'est plus parmi nous, mais je me demande. Encore aujourd'hui, je me demande si ce n'était pas un mix des deux. Du coup, là, vous pouviez être que bon élève si vous sautez une classe. Non, mais j'étais bon élève à ce moment-là. Bon. On n'est plus à l'école maternelle, on est à l'école primaire. Primaire, mais on parle de quoi? On parle de 6-7 ans, donc voilà. Mais... à un moment où on apprend à lire quand même. Non, mais j'étais précoce, j'avais un grand frère, je pense qu'on s'est... Voilà, on y vient, il ne devait pas le dire. Voilà. Mais quand je suis arrivé en 6e, le proviseur a convoqué mes parents assez rapidement, il a dit votre fils est un peu immature, je crois que c'était après un conseil de classe. Bon, il redoublera très probablement sa seconde, en 6e. Et effectivement, j'ai redoublé ma seconde. Ah, c'était lui faisait l'avenir, quoi, en fait, lui, il médium. Il prédisait l'avenir et il a eu raison, ça vous a pas influencé surtout de savoir ça? Peut-être inconsciemment, non, mais en réalité, moi j'étais du mois d'octobre, j'étais dans des classes dès le CE2 avec des gens qui étaient plus âgés que moi, et puis quand vous arrivez au collège et début de lycée, il y avait des gens qui avaient 2 ans et demi de plus que moi. Mais quand vous sautez cette classe, quand vous arrivez en CE2, ça se passe comment? Ça se passe super bien, jusqu'en CM2 ça se passe très bien, je m'éclate, même si je suis toujours le plus petit de la classe, c'est plutôt moi des années très heureuses, l'élémentaire. C'est après que ça a été plus compliqué, mais jusqu'au CM2, je me suis éclaté. Vous avez gardé des contacts avec des amis de l'époque? J'ai été, alors c'est drôle, très récemment, mais ça c'est le fait d'être une personnalité semi-publique, c'est-à-dire qu'en fait des gens vous voient à la télé de temps en temps. Il y a des anciens camarades de classe qui envoient juste des petits messages sympas de « Ah tiens, je t'ai vu, je ne savais pas ce que tu devenais » et qui découvrent un peu... Ah, qu'on repris contact après. Voilà. Il n'y a pas des amitiés qui... Non, pas du primaire. Du primaire, non, j'ai plus de... Mais vous étiez populaire? J'étais, quand vous êtes le plus jeune de la classe et que vous avez une grande gueule, ce qui était mon cas, on vous oublie pas tout de suite. Ouais. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Michaël Jérémias pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika. On se retrouve évidemment demain. Merci, c'est la fin de ce grand JT. Schooltv.com ou canal 247 sur les Freebox. Merci les garçons. Merci à toi. Merci.
J'adore les garçons. Virginie et les garçons. Oui, Mickaël Dorian, Loïc Landreau, n'oubliez pas ma petite blague. Ce sera fait. Très bien, merci mille fois. Merci à toute l'équipe de School TV, Kenny Dellenbach à la réalisation, Alex Larochelle au son, Emma Guesset et la Guette de la Noix à la rédaction, et Colline Hamel, c'est bien ça, au make-up, que l'on remercie aussi. Tous nos réseaux sociaux sont disponibles, LinkedIn, Instagram, Facebook, la totale, etc. Vous écrivez, on vous répond, on est là. Allez, à demain. Ciao.